Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui on analyse l'épisode 4 de Qui veut être mon associé à partir de mes critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement gagnants, tu peux les retrouver en description de la vidéo juste en dessous, tu peux mettre sur pause, les télécharger gratuitement. Ça te permettra de comprendre de quoi je parle quand je parle de avantages injustes, de scalabilité d'effet d'échelle des produits digitaux versus les produits physiques, etc. Et si tu les connais déjà, eh bien on attaque tout de suite. Donc on commence avec Happy Funky Family. On va donc l'analyser à partir de mes critères. On commence par l'équipe. Donc il y a deux sœurs, elles sont deux, c'est déjà bien, elles sont pas seules. Enfin c'est pas une solo entrepreneuse ou un solo entrepreneur. Reste comme d'habitude la question de la complémentarité, ça n'a pas été évoqué durant l'épisode. Est-ce que effectivement, est-ce qu'elle se complète ou pas? Il faudrait bien sûr creuser, rentrer plus en détail pour le savoir. L'avantage injuste, alors tout le monde peut le faire, d'autant plus que c'est une plateforme, c'est une place de marché où des clients rencontrent des artistes qui sont les fournisseurs. Et une place de marché finit par avoir un avantage injuste lorsqu'elle a une taille critique. Aujourd'hui, si tout le monde réserve son hébergement sur Airbnb, c'est parce qu'ils ont une taille critique, ils ont suffisamment d'offres de logements et que tu sais que si tu vas à Mexico City ou à Tokyo, eh ben, tu trouves un hébergement sur Airbnb. Ici, c'est pas le cas parce qu'elles ont que 30 artistes. Donc, non seulement tout le monde peut faire un site de création de vente, mais en plus, tout le monde peut trouver 30 artistes, c'est vraiment facile. Le jour où tu as 5 000, 10 000 artistes partout dans le monde, là, tu commences à devenir incontournable. Donc, pas d'avantage injuste selon moi. Le marché, alors c'est assez rare que je dise qu'il n'y a pas un gros marché, mais je ne sais pas quel est le marché du portrait qui rend heureux, puisque c'est même pas un portrait, c'est un portrait de manière artistique. Et je ne sais pas si ce marché, il est si énorme que ça. Je ne suis pas convaincu. Elles ont fait des ventes, mais je ne suis pas convaincu que ce marché soit si énorme. Est-ce qu'on dit que c'est le marché de l'art en général? Et dans ce cas-là, ok, il y a un gros marché. Ou est-ce qu'on dit que c'est le marché du portrait? C'est déjà un plus petit marché. Et le marché du portrait commandé sur Internet et du portrait artistique. Donc, je ne suis pas sûr à 100% pour le marché. Donc, je pense que ce n'est pas un marché aussi gros que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, c'est pas scalable autant que ce qu'on voudrait sur les produits digitaux, puisque c'est à la main, un par un, les portraits digitaux qui sont réalisés, les portraits physiques, qui sont réalisés un par un. Donc, on n'a pas de scalabilité. La monétisation, elle est très claire. Ils vendent le portrait pour 150 €, donc ils savent comment vendre et ils ont une commission de 50%. J'étais finalement assez étonné, surpris, mais la commission, elle est élevée. C'est la commission traditionnelle des galeries et ils ont cette commission de 50%. Donc là-dessus, ils récoltent un point vert. Bravo. Pour ce qui est de la traction, 35 000 € de chiffre d'affaires, 35 000 € de chiffre d'affaires, pas mal en soi, c'est pas zéro du tout. Il y a plein d'entrepreneurs qui rêveraient de faire 35 000 € de chiffre d'affaires, mais c'est que finalement 90 portraits, ce qui te montre que ça reste très 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 petit, anecdotique. Il n'y a pas des milliers et des milliers, ni même des centaines, ni même une centaine de portraits qui ont été vendus, donc ça reste très petit. Du coup, on a une valorisation à 400 000 €. C'est assez dur de juger. Elle est effectivement de toute façon très basse cette valorisation, mais pour une boîte qui a aucun avantage injuste, pas d'effet d'échelle et un chiffre d'affaires finalement assez faible, j'ai trouvé moi que, parce que 35 000 € de chiffre d'affaires, ça fait 17 000 € de bénéfices, de marge brute, même pas de marge nette. Donc j'ai trouvé 400 000 € c'était un peu cher. J'étais peut-être un peu dur sur la valorisation, on va changer. On va mettre, si j'arrive à le trouver, on va mettre moyen. C'est-à-dire que 400 000 € en même temps, on peut pas faire beaucoup plus bas. Donc j'étais un peu sévère, donc je corrige. On va dire moyen. Mais c'est difficile de valoriser une boîte qui fait aussi peu de CA. Mais du coup, on lui donne une valorisation très basse. Vous savez quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis et on va mettre vert. On va dire que c'était bien. Franchement, 400 000 €, on ne peut pas espérer moins. Maintenant que j'y réfléchis, tu vois, en le disant, on ne peut pas espérer que la boîte elle soit valorisée 30 000 €, 90 000 €, c'est ridicule. Donc la valo, on va dire qu'elle est OK. Donc je corrige ce que je voulais dire et je donne un point vert. On enchaîne avec Aeclis. Alors, pas facile à écrire, c'est la fameuse bague qui te permet de payer en passant ta bague sur n'importe quoi, de payer ton bus, ton vélo, ton métro, ton je sais pas quoi, au restaurant, etc. Donc une équipe de 2 cofondateurs. Quelle est la complémentarité? Comme d'habitude, il faudrait entrer plus dans les détails. L'avantage injuste, très clair, 25 brevets et innovation technologique qu'ils ont développé et qui est protégée par ces brevets. Donc même si elle n'est pas protégée, l'innovation technologique c'est déjà un avantage injuste, parce que si toi et moi on veut faire la même chose, il faut qu'on arrive à recréer la même innovation. Mais là, même si on arrive à la recréer, en fait on peut pas, parce qu'il y a des brevets et on enfreindrait ces brevets. Donc très clair, avantage injuste, impeccable. Le marché. Alors le marché, Marc, pendant l'émission, Marc Simoncini a dit c'est un marché énorme, c'est tous les gens qui ont un doigt et qui peuvent porter une bague. Je ne suis pas forcément d'accord, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que on ne sait pas s'il y a de la demande. Je te donne un exemple, les Google Glass.
on peut dire le marché c'est tous les gens qui ont des yeux. Et en fait il n'y avait pas de demande, personne voulait acheter des Google Glass à 3000 €. Donc on n'a pas prouvé, on a prouvé qu'il y a un marché pour le smartphone, tout le monde veut acheter un smartphone, on a prouvé qu'il y a un marché pour les télés, les gens veulent des télés chez eux. Mais est-ce que les gens veulent porter une grosse bague assez moche, en tout cas selon moi elle est assez moche, ça c'est des goûts personnels, mais en tout cas elle est assez grosse, assez imposante. Est-ce que les gens veulent porter une grosse bague pour payer plus facilement qu'en sortant leur smartphone, en sortant leur Apple Watch qui est déjà facile d'accès et d'utilisation. Donc est-ce qu'il y a un marché? On ne le sait pas, le marché n'a pas été prouvé. Et donc j'ai mis moyen. On peut dire que peut-être il y a un marché, on peut l'imaginer. Je dis pas que c'est impossible et que c'est complètement idiot de penser que les gens... Non, c'est possible, mais ça n'a pas été prouvé. Donc pour moi c'est orange et c'est un peu limite. On est sur un produit physique, donc on n'a pas la scalabilité du digital qu'on cherche, c'est dommage pour un produit aussi technique et innovant, mais on est quand même sur un produit physique. La monétisation c'est très simple, vendre de la bague, la marge elle est bonne, donc ils vendent 49 € une bague produit 15 et 41 € une bague vendue 149, donc on est largement à plus de 50%, j'ai même pas fait le calcul, je te laisserai le faire, mais on est aux alentours de, ici 41 pour 149, on est à plus de 65% de marge, donc c'est assez chouette. Alors, on arrive à la valorisation. Et la valorisation, bien sûr, elle prend en compte la traction. C'est-à-dire que pour savoir si la valorisation est bonne, il faut savoir est-ce qu'ils ont déjà fait beaucoup de chiffre d'affaires ou pas. Alors, la valorisation, c'est 5% pour 625 000, ce qui donne une valorisation à 12,5 millions. Mais en fait, c'est 25 millions la valorisation parce qu'ils ont dit qu'il y avait 2,5% pour les 625 000 et 2,5% pour l'advisory, donc s'ils ont appelé ça les BSA, bonnes souscriptions en action, mais qui ne rentrent pas dans la valorisation. C'est une petite façon de contourner la valorisation, c'est un peu technique, mais grosso modo, ça leur permet de dire notre valorisation c'est 25 millions, alors qu'en fait, pour ces 625 000, ils ont fait un deal avec Eric Larchevêque, mais finalement, ils ont donné 7,5%. Donc si on calculait, on serait en dessous des 12 millions. Mais eux, par une petite astuce, en disant que les 5%, ils sont pas contre de l'argent, mais ils sont contre de l'advisory, ça leur permet d'avoir une valo à 25 millions pour les prochains tours de table. Ils peuvent dire, ouais, regardez, on est les plus forts, on a une valo à 25 millions. Donc, valo à 25 millions, si la boîte, elle vend 10 millions par an ou 15 millions par an de bagues, très bien, pourquoi pas. Ici, c'est sorti depuis 2020, donc ça fait un petit moment, ça fait plus d'un an. Et finalement, ils ont vendu que 3500 bagues. Je trouve que c'est très bien, 3500 bagues, ça fait 350 000 € de chiffre d'affaires généré. Pareil, 350 000 €, je ne suis pas là à dire que c'est nul, mais pour une boîte à 25 millions, zut, je voulais le mettre en gras, voilà, pour une boîte à 25 millions, mais c'est complètement délirant. Une boîte comme ça, 350 000 de ça vaut peut-être, 5 millions. Si on est vraiment fou, entre 5 et 10 millions, pourquoi pas? Mais 25 millions, évidemment, c'est trop cher. Donc je trouve que cette traction, elle n'est pas énorme, 3500 utilisateurs, alors qu'ils ont Blaise Matuidi, qu'ils ont Philippe Stark, le designer, etc. Ils en ont vendu que 3500. C'est bien, mais c'est pas énorme, c'est pas impressionnant, surtout en plus d'un an. Et du coup, cette valo à 25 millions, même à 12 millions, me paraît trop élevée par rapport à cette traction. Voilà pour l'analyse de Aeclis. J'enchaîne sur l'analyse de Dalma. Alors Dalma, c'est intéressant, c'est un assureur pour les chiens, mais en fait, c'est pas un assureur, c'est un distributeur d'assurance. Eux-mêmes, ils font pas le métier d'assureur, ils distribuent l'assurance. Donc, on a deux cofondateurs. Est-ce qu'ils sont complémentaires, oui ou non? Ok. L'avantage injuste, j'en ai pas trouvé. Tout le monde peut le faire. Ils viennent de démarrer. Et donc, n'importe qui demain peut aller voir une assurance et dire on va nous aussi distribuer vos produits. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour devenir assureur, là, c'est un peu compliqué. Mais pour distribuer les produits d'un assureur, toi et moi, demain, on peut le faire. C'est ce qu'on fait de toutes les assurances quand elles démarrent. C'est normal. On démarre pas en devenant assureur quand on est une start-up dans l'assurance parce que c'est trop compliqué. Il faut avoir un gros bilan. Il faut avoir, je crois, plus de 10 millions de trésor pour pouvoir être assureur. Donc, on peut pas le faire du jour au lendemain. Mais on fait un partenariat finalement et on distribue l'assurance d'un autre. Donc, n'importe qui peut le faire. Pas d'avantage injuste selon moi. Le marché, il n'y a aucun problème, il est énorme. Les chiens, les chats de compagnie en France et en Europe, il y en a énormément. La scalabilité, les effets d'échelle. Alors c'est non seulement un business scalable parce que c'est un business de l'assurance, mais eux aujourd'hui, ils sont même pas dans l'assurance, ils sont distributeurs. Donc c'est un intermédiaire qui se met au milieu entre des assureurs et des clients. Ils font ça en ligne sur Internet, donc c'est entièrement scalable. Et ça, c'est quand même cool. Puisque on n'a pas tant de projets scalables digitaux dans cette émission et donc quand on en a, j'aime bien et je le note. La monétisation, c'est par abonnement, mais en fait eux ils vendent pas des abonnements, ils prennent une commission sur l'abonnement qu'ils vendent à l'assurance.
Donc c'est un business de commission, ils savent comment monétiser. Sur cette commission, ils ont 100% de marge, parce que eux, ils ont rien à faire, ils sont une plateforme. Ils ont éventuellement les coûts d'acquisition client, mais on les compte pas on les compte pas comme coûts fixes, les coûts d'acquisition client, puisque ça dépend de chaque client. Tu peux avoir des clients qui viennent par le bouche à oreille, par la notoriété, etc., par le référencement Google. L'attraction, malheureusement, elle est nulle, puisqu'ils ont 0 client. Donc là, c'est nul. Hein. Ils viennent en disant, bah non, on n'a pas de clients, ils ont rien fait. Ils ont 2000 préinscrits. Mais comme l'a dit Anthony Bourbon, ils ont 200 followers sur Instagram. Donc on va pas se mentir, 200 followers sur Instagram, c'est rien. 2000 préinscrits, c'est sûrement leurs copains, copines, leur entourage. Ils ont fait un peu de buzz sur les réseaux sociaux. On n'appelle pas ça de l'attraction. L'attraction, c'est les clients qui payent. Donc 0 pour l'attraction et du coup une valorisation à 6 millions évidemment beaucoup trop élevée. D'ailleurs ils se sont fait démonter pendant le live à cause de ça. Effectivement la boîte elle vient de commencer il y a 15 jours, ils donnent une valo de 6 millions, on n'y est pas du tout. On enchaîne avec Bolitster. On a donc c'est des jeans très solides. On a donc 2 cofondateurs, complémentarité point d'interrogation comme d'habitude. Avantage injuste, ils ont une technologie innovante qui est le tissu, donc ils ont un vrai avantage injuste. Alors, comme tu t'en souviens dans l'émission, le problème c'est que le tissu il n'est pas inclus dans la boîte, donc les investisseurs n'ont pas accès à ce tissu-là, mais ça reste quand même un avantage injuste. Ils sont les seuls à l'avoir puisque c'est le fondateur de Bolitster qui est lui-même l'inventeur du tissu. Donc il va pas aller le donner à quelqu'un d'autre pour se mettre en concurrence avec lui-même. Évidemment, ça ne fonctionnerait pas. Donc ils ont un vrai avantage injuste et ça, c'est déjà pas mal. Le marché du jean, aucun problème. Même le marché du jean entre 150 ou en 170, 180, je sais plus le prix de départ, et 500 €, il y a de quoi faire. Donc il y a du monde qui achète, aucun problème. On n'a pas l'escalabilité et les effets d'échelle du digital, on est simplement sur des produits physiques. On est sur un produit physique qui peut très bien être produit à grande échelle et donc faire jouer certains effets d'échelle industriels, mais comme d'habitude, pas les effets d'échelle du digital où on produit une fois et on vend à l'infini. C'est ce que j'explique dans mes critères d'investissement que tu peux télécharger dans la description juste en dessous. La monétisation, ils vendent les jeans, très simple. La marge n'a pas été évoquée, franchement c'est dommage. On peut supposer qu'elle est bonne, puisque ils les vendent cher, entre 180 et 500 €, donc on peut supposer qu'elle est à plus de 50%, mais on ne sait pas. Et c'est franchement dommage que ce ne soit pas évoqué. On a une valorisation à 2 millions, donc il faut mettre en rapport avec la traction. 150 000 € de chiffre d'affaires sur le jean cher, donc 300 jeans à 500 € et 350 000 € de CA au total sur l'année 2020, sachant qu'ils ont tourné ça été 2021, donc c'était leur dernière année totale. On ne sait pas combien ils ont fait en 2021. 350 000 € de CA pour une valo à 2 millions. Ils doivent faire, tu vois, la moitié en marge, peut-être un peu moins, donc ils font peut-être 100 000 de marge brute. Ils doivent faire 0 de marge nette, 0 de résultat net. Donc 2 millions, un peu cher. Pas déconnant comme d'autres qu'on a pu voir à l'instant, mais un peu cher. Donc voilà, point orange pour ça. On enchaîne avec Mai Hadi. Alors une histoire extraordinaire, franchement je suis tombé amoureux, façon de parler de cette entrepreneuse. Elle a une histoire extraordinaire, elle a un parcours extraordinaire, elle s'en est sortie. Franchement bravo, admiration totale, c'est incroyable. Mais on va analyser les fondamentaux du business, on est là pour ça. Donc elle est toute seule, évidemment c'est toujours un problème. D'ailleurs ça lui a été conseillé, je crois que c'est Marc Simoncini qui lui a dit bah t'as besoin d'un cofondateur technique pour avec toi faire la partie technique de ton appli. L'avantage injuste, alors est-ce qu'il y en a un ou pas? Au début, je me suis dit, bah non, c'est une appli, n'importe qui peut le faire. Il y a quand même le vécu de la fondatrice et ce qu'elle véhicule et ce qu'elle va être capable de porter. Non seulement l'énergie qu'elle va y mettre en se levant le matin, mais aussi l'histoire qu'elle peut raconter qui vont attirer les gens vers elle. Et c'est vraiment quelque chose. Donc c'est pas mal, c'est pas rien. Et elle a dit qu'elle développait tout ça avec une équipe médicale. Donc n'importe qui peut le faire, mais en attendant, elle développe un truc sérieux, scientifiquement, enfin en tout cas médicalement qui tient la route. Et c'est pas mal. Donc avantage injuste, un tout petit peu léger, c'est pas un brevet, mais enfin, c'est surtout ça, le vécu de la fondatrice, son histoire, sa personnalité, ce qu'elle va pouvoir mettre en avant, raconter, etc. Le marché, la moitié des Français ont une addiction, selon elle. Alors, c'est pas l'addiction tous au crack, évidemment, et heureusement, mais ça peut être évidemment la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la bouffe ou la malbouffe, ça peut être le sucre. Il y a des degrés de gravité, c'est moins grave d'être addict au sucre que d'être addict à la cigarette, et la cigarette, c'est encore moins grave que le crack. Mais pour autant, il y a la moitié des Français qui ont une addiction, mais même si on va pas sur la moitié des Français, si on prend que les fumeurs, je sais pas combien il y a de fumeurs en France, mais on va regarder. Nombre de fumeurs en France, il y en a, c'est pas écrit. Merci beaucoup Google. 30% des personnes de 18 à 75 ans fument, soit plus de 10 millions de personnes. Donc on a clairement, rien que sur la cigarette, on a un marché énorme, il n'y a pas de problème. Donc le marché, c'est OK. La scalabilité, les effets d'échelle, eh bien oui, c'est une application 100% digitale et scalable, donc on crée l'application une fois, on crée les contenus une fois et on peut les vendre à l'infini, donc bravo.
Ça c'est très bien, et ils ont osé la critiquer en disant oui mais tu fais une application, c'est pas bien alors qu'on est addict au smartphone. Et ouais d'accord, mais comme elle l'a expliqué elle-même, au moins elle peut scaler, alors qu'aujourd'hui elle est limitée par son temps, et avec ça elle peut avoir un vrai impact sur des centaines de milliers, des millions de personnes. Donc bravo pour avoir créé une appli. La monétisation, je trouve pas ça cher. Alors c'est tout con, mais 29,90 par mois, c'est Isabelle Veil qui a dit mais c'est hyper cher. Moi tout de suite dans ma tête, je me suis dit un toxicomane qui prend du crack, de l'héroïne, etc. Combien il dépense par mois dans sa drogue? Je crois savoir, j'en sais rien, j'ai pas été vérifié, que c'est peut-être 10 ou 20 euros dans ces eaux-là la dose de de crack, de bon. Et donc il dépense, s'il s'en fait une par jour, ça fait 300 euros par mois. Donc c'est que dalle. Et encore, j'ai pris la fourchette basse. C'est que dalle de payer 30 euros ou 60 euros pour s'en sortir. C'est de l'argent qu'ils ont probablement, même s'ils mendient pour l'avoir. Et franchement, j'ai pas trouvé ça moi spécialement cher. Bon, ce n'est que mon avis. Peut-être que j'ai dit des conneries sur les prix. Hein, encore une fois, j'en sais rien. J'ai pas été sur le terrain vérifier, mais ça m'a pas choqué, et je trouve ça dommage encore une fois que cette nana qui est franchement un parcours incroyable, etc., se fasse critiquer sur un truc aussi bateau que le prix. À la limite, ok c'est trop cher, on le changera, c'est pas grave, on testera, mais bon c'est dommage. Bref, la marge, 100% de marge puisque c'est une appli, donc y a rien. Une fois qu'on a créé l'appli, tous les clients c'est de la marge directe. L'attraction, malheureusement, pas encore lancée. Donc, difficile de juger. Enfin, non, c'est négatif, il n'y a pas de traction. Et du coup, difficile de juger pour la valo. Une boîte qui est pas lancée, c'est toujours trop cher, une boîte qui est pas lancée. En même temps, on peut pas descendre un peu plus. C'est la même chose que tout à l'heure pour Happy Funky Family. 400 000 euros de valo pour une boîte très jeune. Ils avaient quand même 35 000 euros de CA. Donc, j'ai dit que c'était largement OK. Là, on est sur une valo un peu plus chère, 500 000, et on n'a vraiment aucun CA. C'est très limite. Pour être gentil, parce que j'adore l'entrepreneuse, on va dire que c'est orange. On pourrait dire rouge. C'est très limite, pardon, parce que la boîte, il y a vraiment rien. Il y a quand même les contenus qui existent, donc il y a quand même des choses qui ont été faites. Limite, voilà, limite. Bon. On termine par Ben Hur. Ben Hur, donc les vélos qui sont des espèces de chars dans lesquels les personnes à mobilité réduite peuvent rentrer avec un fauteuil roulant et peuvent main-d'aller, c'est un mot qu'on a appris hier soir, pas pédaler, main-d'aller. Et on va donc regarder ce projet-là. Alors, l'équipe, j'ai mis solopreneur, je suis pas sûr. Est-ce qu'il est associé avec sa femme ou pas? Sa femme était là. Plusieurs fois, ils ont employé l'expression « on a créé ça ensemble ». Donc, s'ils sont deux, très bien. Reste la question de la complémentarité. S'il est tout seul, c'est un solopreneur. Donc, point d'interrogation sur ce critère, je suis pas sûr, mais il y a que lui qui est venu présenter. Et il n'a pas dit « on a créé ça ensemble avec ma femme », donc je ne sais pas. Avantage injuste, a priori, il n'y en a pas. Alors, il y a peut-être, on peut le dire, le fait qu'il ait mis en place les systèmes, les circuits de production. Et ça, il l'a dit, voilà, j'ai tout en place pour produire. Il en a produit que 12 ou que 20. Donc, les circuits ne sont pas incroyables et tout, mais ils existent. C'est un petit avantage injuste parce que si toi et moi demain on veut recommencer la même chose, il faut qu'on recrée tout ça industriellement. Donc, léger, franchement léger, mais pas dingo. Le marché, malheureusement, il est important. C'est les personnes à mobilité réduite qui sont en fauteuil roulant, donc il y en a suffisamment pour que sa boîte vive et gagne de l'argent. On est sur un produit physique, donc pas de scalabilité des produits digitaux qu'on recherche. La monétisation, très claire, c'est une vente de produits. La marge, malheureusement, elle est pas bonne pour le moment. Alors peut-être que quand il grossira, il pourra faire plus de volume et produire à moindre coût. C'est ce qu'on appelle les effets d'échelle industriels. Et donc augmenter sa marge. Mais aujourd'hui, ils produisent 5 000 euros pour un vélo ou un char qu'ils vendent 9 000 euros. Donc on est à moins de 50%. Et donc on est sur une marge inférieure à 50%, un critère négatif. L'attraction, pas énorme, 12 vélos vendus. Alors c'est d'autant plus dur de vendre des vélos quand on les vend à 9 000 euros. Donc finalement, c'est 100 000 euros de CA. Il l'a dit, où ça a été évoqué, quasiment 100 000 euros de CA. Mais ça reste que 12 vélos vendus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus des 1000 et des 100 de personnes qui connaissent son produit et qui s'y sont intéressées. Et donc, il a une valeur d'1,5 million pour 100 000 euros de CA, mais seulement 12 vélos vendus, que je trouve à nouveau un peu limite. Presque trop, c'est presque vraiment pas loin d'être rouge, c'est orange très foncé. Mais bon, c'est pas non plus. Enfin voilà, il a sa ligne industrielle qui est en place. Il a quand même fait 100 000 euros de CA, même si c'est que 12 vélos. Donc, on va dire que ça passe sur la valorisation. Voilà pour l'analyse de l'épisode 4. Donc, rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 5. Je crois que c'est l'avant-dernier, selon mes sources, il n'y en aura que 6. Évidemment, si tu veux investir avec nous, le Club Léonis Investissement dans des startups à fort potentiel de la Silicon Valley qui répondent à tous ces critères d'investissement qui sont que des critères verts et qui sortent notamment des plus grands incubateurs de startups de la Silicon Valley comme par exemple le Y Combinator où ont été créés Airbnb, Stripe, Dropbox, Twitch, Coinbase,
etc. J'en passe et j'en oublie. Eh bien, tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien est juste en dessous dans la description et les investissements sont accessibles à partir de 2500 € par investissement et par personne. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu es le bienvenu. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas abonné, abonne-toi pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.